Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre présence pour cette conférence du Soir Voyage avec Thomas de Bergeyck. Alors, pourquoi Thomas? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, que la famille RTL a rejoint le groupe Rossel maintenant il y a 2 ans. Et que donc, dans la grande famille du Soir, nous avons Sud Info, nous avons le Soir Magazine, bien évidemment, nous avons Ciné Télé Revue et maintenant RTL. Et on est vraiment ravis de pouvoir non seulement évidemment t'avoir ici pour cette conférence sur les croisières de légende, de savoir que tu vas participer à la croisière sur le Nil, sur le Royal Yacht en décembre prochain, et bien évidemment de faire connaissance, plus ample connaissance avec toi dans cette grande famille qu'est Rossel. Donc tu vas nous faire rêver, tu vas nous faire voyager sur ces croisières de légende. Et après, je vous donnerai quelques informations sur la croisière donc, du 11 décembre 2025 sur le Royal Yacht, une croisière sur le Nil et aussi un séjour au Caire avec des visites évidemment du nouveau grand musée du Caire. Alors il faut savoir que le président Al-Sisi a ouvert 3-4 salles actuellement de ce grand musée, mais attend la fin de la guerre en Israël et en Palestine pour faire l'inauguration officielle de ce grand musée et d'ouvrir l'ensemble de toutes les salles. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tout visiter, mais on peut quand même y aller. Et je peux vous dire que déjà, l'aperçu est fantastique. Il y aura évidemment donc les pyramides, tout le plateau de Gizeh et alors ce bateau fantastique avec lequel on aura beaucoup de plaisir à voyager. Thomas, merci 1000 fois vraiment de ta présence et maintenant je te laisse faire rêver nos lecteurs du soir. Merci. Merci à toi Daniel. Donc bonsoir à tous, très heureux vraiment de faire connaissance avec vous ce soir et de vous parler de ces bateaux de légende. Et ce que je vais vous révéler, c'est finalement un peu paradoxal. Parce que cette thématique-là est en fin de compte assez éloignée de mes autres conférences que je fais un peu partout dans le pays, et notamment sur des bateaux, c'est déjà arrivé par le passé. Je parle souvent des têtes couronnées, parce que c'est une de mes passions, parce que c'est, comme certains le disent, un peu le core business de mon job, à la télévision notamment, dans Place Royale encore aujourd'hui. Et donc, voilà, souvent je parle des têtes couronnées. Je parle aussi des hôtels et des palaces de légende dans mes conférences. Tous ces lieux chargés d'histoire dans lesquels le public, les clients viennent vivre un peu une vie d'exception pendant quelques jours. Et je me suis dit, au fond, les bateaux, les palaces, les grands navires, les grandes transatlantiques, ce sont des palaces flottants. Voilà, c'est tout simplement des merveilleux hôtels flottants où la vie, finalement, est à peu près la même que dans les grands palaces que vous pourriez parcourir, que ce soit sur la Riviera française ou partout ailleurs, ou même des palaces tout près d'ici, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Et il y en a un à 100 mètres d'ici que je vous conseille d'aller visiter, c'est le Nouvel Astoria, le grand hôtel Corinthia. Je fais une parenthèse, mais on est vraiment à côté. Donc peut-être que si vous avez un peu le temps tout à l'heure, vous pourrez aller prendre un verre dans les nouveaux locaux de cet hôtel. Donc voilà, donc très vite je suis venu à cette conférence sur les bateaux, ces coulisses du rêve, de l'élégance et du prestige, parce que, bon, on est d'accord, il s'agit évidemment bien de cela. D'abord, un petit sondage express. Ça m'intéresse toujours de savoir un peu comment le public se situe par rapport au sujet de la conversation. Qui a déjà fait une croisière ici? Est-ce qu'on peut savoir, là comme ça, laquelle? Genre de croisière, genre de voyage? Oh, magnifique, les fjords. Le Nil, oui. Et alors du côté de Saint-Pétersbourg et Moscou. Ah, merveilleux, merveilleux. Bon, parce que on est d'accord là-dessus, on ne va pas se mentir, il y a croisière et croisière. Par exemple, les fameux bateaux MSC, qui sont très fréquentés, parfois même décriés comme étant très polluants, qui déchirent les côtes, qui abîment les fonds marins et le littoral. Ce sont des images un peu épouvantables des croisières. Heureusement, elles ne sont pas toutes comme ça, mais de ces bateaux qui dégazent en permanence et qui déchargent une pollution importante. Voilà un exemple. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet que j'ai pu consulter où on voit carrément le déchargement de la fosse septique dans l'eau en dessous du bateau. Si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'il ne faut pas se voiler la face.
la vérité, elle est là aussi. Les grands bateaux, les grandes transatlantiques, c'est parfois un petit peu tout ça. Il y a eu le débat sur Venise aussi, tous ces bateaux qui accostaient à Venise et dont on disait qu'ils défiguraient la ville. Il y a cela aussi, forcément, on est obligé d'en parler. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un géant des mers. Mais je vous en parle parce que tout de même, ce Icon of the Seas, c'est une prouesse exceptionnelle quand on parle de grandes transatlantiques. Alors on n'est pas dans la légende, mais on est dans le gigantisme, clairement. 365 mètres de long, le plus grand paquebot du monde, le bateau de tous les extrêmes. Il y a 20 ponts, il y a 7 piscines là-dessus, 6 toboggans, la plus haute cascade construite sur un navire de loisirs, un théâtre aquatique, et un parc avec des plantes vivantes. C'est aussi pour les enfants un parc aquatique avec, vous le voyez, un aqualibi flottant, parce qu'on ne peut pas le dire autrement. C'est vraiment tout à fait ça. Et à bord de ce bateau-là, vous avez 10 000 passagers. 10 000 passagers. Ça, on ne trouve pas dans les palaces, parce que c'est vraiment beaucoup de monde. 2300 membres d'équipage, donc c'est évidemment énorme. Alors comme ce bateau, l'Icon of the Seas, est tout neuf, il fallait forcément qu'il montre l'exemple. Et pour réduire ses émissions, ce navire est propulsé par du gaz naturel liquéfié, histoire de dire « je suis important, je suis pollueur, mais quand même, je fais un petit effort ». Alors vous allez me dire « bon, est-ce que ça vaut bien la peine d'aller là-dessus ?» Parce qu'il y a tellement de choses à voir sur des bateaux comme ça, que finalement, certains ne sortent même pas du bateau. Encore récemment, la semaine dernière, j'étais à la mer du Nord, et je me promène du côté de Zeebrugge à vélo, et il y avait un géant comme celui-là, un peu plus petit. Tout le monde était à bord. En fait, bon, vous me direz, il y a peut-être moins à voir à Zeebrugge qu'à Gênes, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, les gens, ils bronzaient quoi, tranquillement sur le pont à Zeebrugge. Mais ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'aventure. On peut ne pas avoir envie de sortir et simplement découvrir les décors qui changent devant vous. Alors, c'est pas cher des croisières comme ça aussi. C'est pour ça qu'elles ont tant de succès. Une croisière comme celle-là, une semaine, 1 400 €. Bon, moi, je trouve pas ça tellement cher pour le nombre d'activités que vous avez à bord et qui sont très importantes. C'est la phase B des croisières d'aujourd'hui. Et je voulais en parler avant de commencer dans la légende parce que, effectivement, ça existe. Alors, petite digression. J'aime beaucoup les digressions. Vous verrez, je fais beaucoup de parenthèses. Vous connaissez l'origine du mot paquebot? Parce que moi, je me suis un peu renseigné, je ne savais pas non plus. En fait, paquebot, ça vient de packet boat, c'est-à-dire le bateau des paquets. Parce que ça vient du courrier, en fait. Le courrier était acheminé par ces grands paquebots avant d'acheminer les personnes qui les écrivent, tout simplement, vous et moi. Donc tout a un petit peu changé, et depuis, les croisières s'amusent beaucoup plus. Vous connaissez la référence que j'aime beaucoup, le Love Boat. Alors je vous propose d'embarquer à bord de ces Love Boats pendant 1 heure, et ce grand voyage à travers l'océan de l'histoire à la rencontre des bateaux les plus iconiques, depuis les origines jusqu'à ceux que l'on connaît encore aujourd'hui. Une véritable traversée du temps, et croyez-moi, il s'en est passé des choses. Voilà le sommaire que je vous propose ce soir. On va évidemment parler des tout premiers géants avec celui que tout le monde connaît. C'est évidemment le Titanic. Les années folles à bord avec l'âge d'or des grands navires de croisière. On est dans les années 20, les années 30. Et puis bon, forcément les guerres, parce que les paquebots, à un moment donné, ce sont des bateaux sur lesquels on s'amuse beaucoup moins. Parce qu'ils deviennent au service de la guerre, au service de l'urgence, et vous allez comprendre pourquoi. Les stars à bord, ça, forcément, ça c'est le sel de ces histoires royales et de grandes vedettes, notamment de vedettes du cinéma, parce qu'ils ont peut-être un peu plus le temps que les vedettes des familles royales. Et donc, puis attendez, on va aussi parler des familles royales qui avaient leur propre bateau. Élisabeth II avec son Britannia, quand même, ça c'est le summum du chic. Et je le dis déjà, vous pouvez aller le visiter, ce Britannia, si vous passez en Écosse. C'est merveilleux, mais on en reparlera. Les navires de tous les records, j'ai déjà évoqué l'Icon of the Seas, et puis la nouvelle vague, l'élégance et la nostalgie. Le rêve commence donc, vous le voyez, avec les premiers géants des mers et ce fameux Titanic. Bon, le point de départ, c'est la fin du 19e siècle. On a cette Europe qui fourmille, on a cette Amérique qui attire. Et entre les deux, il y a cet océan immense. Et donc, il faut traverser. Il faut traverser. Alors, il y a de tout sur les bateaux au départ. Il y a les migrants qui fuient la misère, qui fuient la guerre, et puis il y a la haute société qui fuit la haute société pour aller en recréer une autre sur ces bateaux de légende et pour vivre une vie d'exception. Alors, très souvent, on voyage avec des majordomes, avec de la vaisselle en porcelaine, avec des robes à traîne. C'est une autre époque. En fait, à la fin du 19e siècle, le monde entier va se retrouver à bord. Et les compagnies maritimes ont bien compris ça.
elle se lance dans une véritable course à la concurrence. Tout à fait logique. La concurrence du prestige. Il faut le plus beau paquebot, le plus luxueux, le plus somptueux. On veut en mettre plein la vue. Et quand on en met plein la vue, eh bien forcément, on démarre avec ce Titanic. Ne pas commencer avec le Titanic, ce serait une insulte à l'histoire. C'est vraiment le navire pionnier. Voilà. Tristement célèbre, certes, parce qu'il n'a navigué que 4 jours. Il a sombré peu après 2 heures du matin au large de Terre-Neuve. On est le 15 avril 1912. Tout le monde connaît le nom du Titanic, mais peu de gens savent qu'il n'était pas seul, en fait. Le Titanic, c'est le 2e d'une série de 3 navires jumeaux. Il y a l'Olympique, le Titanic et le Britannique. Ce sont les fleurons de la White Star Line, c'était le nom de la compagnie, née pour concurrencer les rivaux, c'était la compagnie Cunard. Et donc, il y avait ces 2 grandes compagnies qui se concurrençaient. Là, vous voyez des photos de la construction du Titanic. Belfast, 1911, les ouvriers vont travailler jour et nuit pour remettre à temps le produit fini. Il y aura du retard, donc ils vont beaucoup travailler. C'était à l'époque le plus grand objet mobile jamais construit par l'homme. 269 mètres de long, 28 mètres de large, 9 ponts, des compartiments étanches qui sont censés le rendre insubmersible. Ça, on l'a évidemment beaucoup entendu. Et à l'intérieur, à l'intérieur du Titanic, c'est le raffinement ultime. La première classe du Titanic, c'est Versailles en pleine mer. Les suites les plus luxueuses, j'ai fait le compte, j'ai essayé de voir ce que ça pouvait coûter aujourd'hui si le Titanic existait, c'est 100 000 €. 100 000 € pour une seule traversée. Mais pour ce prix-là, vous avez un salon privé, vous avez une salle de bain avec eau chaude, et c'était un luxe à l'époque, un steward personnel et même une cheminée électrique dans la chambre. Alors le Titanic, ce sont des salons immenses, des salons Louis XVI, il y a cet escalier monumental en acajou surmonté d'une verrière, je vous dis, on est vraiment dans un palais, un fumoir pour les messieurs, un salon de lecture aussi, une salle de sport déjà à l'époque, un cours de squash, une piscine bien sûr, et même des bains turcs. Eh oui, parce qu'à l'époque, ils commençaient à être un petit peu à la mode, les bains turcs, et donc il y en avait. Et puis pour le déjeuner, par exemple, vous aviez le café parisien avec des chaises en rotin, des plantes vertes. On se croyait un peu à Montmartre au milieu de l'Atlantique, paraît-il. Mais ce qui est le plus impressionnant sur le Titanic, c'est le contraste. Parce que vous avez, et le film Titanic le rend très bien, évidemment, vous avez les gens très riches et vous aviez les gens très pauvres. Les entrailles du Titanic avec des émigrants qui voyagent en 3e classe. Voilà l'une des chambres dans lesquelles... Alors ça va encore, honnêtement. Ça va encore, c'est l'équivalent d'un train couchette. Voilà, donc pourquoi pas. Mais il n'y a pas de fenêtre. On sent un peu plus la houle. Et aujourd'hui, les bateaux sont beaucoup plus stables qu'à l'époque. Et puis, parfois, il y a des matelas qui sont ajoutés dans les cabines parce qu'on a beaucoup plus de monde que prévu sur ces bateaux. C'est souvent le cas, on ne respecte pas le nombre de passagers. Mais tout de même, 2200 passagers vont embarquer pour le Titanic. Et dans ces personnages qui vont avoir l'occasion de profiter de la première et dernière traversée, il y en a quelques-uns comme lui. Cet homme-là, avec son épouse, s'appelle John Jacob Astor IV. Astor, oui, c'est le fondateur de l'hôtel Astoria à New York. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. Il revient de sa lune de miel avec sa très jeune épouse Madeleine, qui est enceinte. Il a emporté un coffre de livres, une collection de cannes et une garde-robe très impressionnante. L'homme est richissime. John Astor va mourir dans le naufrage, mais son épouse, qui est enceinte, va survivre. Et pour la petite histoire, Astor aurait demandé à embarquer avec sa femme dans le canot de sauvetage en disant « elle est enceinte et je dois l'accompagner ». Et le steward lui aurait répondu « Désolé monsieur, ce sont, vous connaissez la formule, les femmes et les enfants d'abord ». D'autres témoins disent aussi, et ont raconté plus tard avoir vu John Astor fumer tranquillement sur le pont, en aidant même des femmes à mettre leur gilet de sauvetage. Il aura été stoïque jusqu'à la fin. Autre personnage aussi que j'aime beaucoup, c'est Lady Duff Gordon. C'est une styliste, elle est anglaise, et on dit qu'elle a fait embarquer ses malles la veille pour s'assurer que ses robes ne soient pas froissées. Eh oui, précaution, une petite précaution. Et puis il y a tous ces anonymes aussi sur le Titanic, le film en parle très bien, il y a les serveurs italiens, il y a les enfants irlandais, il y a les musiciens qui ont joué jusqu'au bout, et ça c'est pas une légende. On les applaudira, parce qu'ils ont continué à jouer jusqu'au bout comme si de rien n'était. C'est un peu une élégance tragique, au fond, ce Titanic. Et c'est ce que je trouve fascinant, parce que on a l'impression qu'on ne pouvait strictement rien faire à l'époque. L'histoire du Titanic, vous la connaissez, elle est très courte.
le 10 avril 1912, le bateau quitte Southampton sous les regards de la foule et 4 jours plus tard, à peine 4 jours, il va heurter un iceberg au large de Terre-Neuve. On connaît la suite. Les canaux de sauvetage, il y en avait 20 pour 1200 personnes, 1200 passagers. Parce que les membres d'équipage, évidemment, là, ils sont, pour le coup, on ne les comptait même pas. Il y en avait 20. Le Titanic était conçu pour accueillir 64 canaux de sauvetage, mais tenez-vous bien, les architectes ont jugé que des canaux de sauvetage sur le bateau, ça allait gâcher les lignes du navire. Et donc, priorité aux apparences. 2h20 du matin, 1500 morts, la fin d'une illusion. On a vraiment cru que tout était possible, mais même les milliardaires coulent. Et ça sera écrit dans tous les journaux après. Alors, avant le Titanic, il y avait eu aussi celui-ci. Le Lusitania, oui, il est très instable, on est d'accord là-dessus. Il est en train de couler parce qu'il a été lancé en 1906. Bijou de luxe également. Il traversait l'Atlantique en moins de 5 jours. Et en 1915, le Lusitania sera torpillé par un sous-marin allemand, 1200 morts, une indignation internationale. On va en reparler parce qu'il y a quand même une belle histoire à vous raconter à bord de ce fameux Lusitania. Je vais y revenir quand on parlera de la guerre. Et puis alors, il y a le Mauritania aussi. Petit frère, hein, encore plus rapide, avec une drôle d'allure. On l'appelait le lévrier de l'Atlantique et il va d'ailleurs garder son record de vitesse pendant une vingtaine d'années. 240 mètres de long, 4 cheminées, des turbines à vapeur d'une puissance inédite, et puis ce camouflage particulier en arlequin. Apparemment, c'est ce camouflage qui lui a permis de ne pas être pris en chasse par les sous-marins. Eh oui, parce que les couleurs cassaient la continuité du navire et donc évitaient tout repérage pour un torpillage, et c'est peut-être ce qui a fini par le sauver. Et puis alors vous avez le frère jumeau du Titanic, c'est le fameux Olympique dont je vous parlais tout à l'heure. Il ressemble, on est d'accord, à s'y méprendre au Titanic, mais lui va avoir une belle et longue carrière. Il va transporter des passagers pendant plus de 20 ans. On l'appelait le vieux fiable, et il l'a prouvé pendant toutes ces années. Ça, ce sont les géants des mers. Et je vais faire un petit aparté quand même pour vous raconter une histoire, une anecdote qui est en fait terriblement dramatique. C'est un immense gâchis culturel et environnemental. Regardez ceci. C'est un bateau qui n'a jamais navigué. C'est en fait le Titanic. Alors vous me direz, il est au fond de l'eau. Oui. Mais celui-là est un Titanic grandeur nature en construction dans un parc d'attractions en Chine. C'est un milliardaire chinois qui a lancé un parc d'attractions sur le thème du Titanic et il proposait que, par exemple, sur cette réplique grandeur nature, vous puissiez d'abord visiter le Titanic tel qu'il était à l'époque, prendre un repas et que vous pouviez couler, comme les gens du Titanic. Ah, mais je vous assure, l'idée c'était qu'à un moment donné, le bateau tangue et puis qu'il commence à couler, et c'est à ce moment-là que vous sortez et il y a l'orchestre qui joue. Alors on est d'accord, c'est un peu sinistre comme histoire, mais c'était l'objectif de ce milliardaire. Et donc, voilà, beau spectacle a priori. Mais après 130 millions de dollars investis, eh bien cet homme, ce Chinois, a abandonné l'initiative et donc le chantier est inactif depuis plusieurs années. En plus, il y a des erreurs de construction, d'autres difficultés financières qui ont expliqué l'échec de ce projet. Et donc, finalement, c'est devenu une sorte de musée commémoratif du Titanic, mais il ne reste plus que cette épouvantable carcasse qui a fini par rouiller, tout simplement parce qu'elle n'a pas été utilisée. Les années folles à bord, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est l'âge d'or des grandes transatlantiques. Là, on ne peut pas faire plus chic. On sort de la Première Guerre mondiale, l'Europe est fatiguée, l'Europe est meurtrie, mais l'envie de vivre est plus forte que tout. C'est les années folles, c'est le jazz, le champagne qui coule à flot, ce sont les plumes. Et sur les océans, les paquebots vont devenir des temples flottants de cette fête permanente, parce qu'il s'agit bien de cela. Alors, les traversées, à l'époque, elles étaient utiles, maintenant, elles sont désirables. On va monter sur un bateau, tout simplement pour profiter de la vie, pour vivre une vie qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de vivre quand on est ailleurs que sur ce bateau, quand on est chez soi. Et donc, du coup, dans cette compétition de style, les compagnies vont rivaliser d'audace et la France va lancer son fameux paquebot Île-de-France en 1927. Constatez quand même que tous ces bateaux se ressemblent très fort. Quand on parle du Titanic, de l'Olympique, ils sont assez proches. Parce qu'il y a de la concurrence, mais on ne prend pas trop de risques non plus. Et la technologie de l'époque n'était évidemment pas celle d'aujourd'hui. Cela dit, celui-là, l'Île-de-France, c'est le plus moderne. À l'époque. Voyage inaugural le 22 juin entre Le Havre et New York.
Le plus beau paquebot de l'Atlantique, qu'on appelait la Grande Passerelle. Pourquoi? Parce qu'on pouvait boire de l'alcool sur ce bateau, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Et donc, ils avaient appelé ce bateau la Grande Passerelle, comme si on avait lancé un immense pont entre les États-Unis et l'Europe, sur lequel vous pouviez boire à profusion. Parce que là, pour le coup, l'alcool coulait vraiment à profusion. Et puis, dès que vous arriviez à destination, évidemment, le rêve était un petit peu terminé. C'est peut-être l'origine du all-inclusive, d'ailleurs, hein. Parce qu'aujourd'hui, le all-inclusive, c'est pour beaucoup quelque chose d'évidemment indispensable. Et c'est très confortable, évidemment, de ne pas devoir sortir son portefeuille à chaque fois qu'on va ne fût-ce que prendre un café. C'est vrai, ça fait du bien. Ce bateau va être le plus chic parce qu'il va y avoir l'art déco. Ah, ça, c'est clair. Regardez ça. Ça, c'est le grand hall du bateau. Alors, on dirait un peu un hall de gare parce qu'il y a une horloge, mais on se croirait aussi dans un grand hôtel, un grand théâtre, un palace parisien. Vous voyez, ça, c'est les grands salons avec ces plafonds monumentaux. Ça a beaucoup attiré les clients à l'époque. Mais la fin de vie de ce bateau sera lamentable. Alors, il ne va pas couler, mais on va le couler. On va faire couler l'île de France. D'abord, il va être racheté par un Japonais. En 1959, il quitte le port du Havre pour Osaka. Et puis, tenez-vous bien, ce bateau va servir de cadre à un film hollywoodien, Panique à bord. Et pour les besoins du film, il sera coulé en mer du Japon pour des prises de vue. On va le saccager, on va le faire exploser. Et à la fin du tournage, on va détruire le navire. Alors aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, j'aime autant vous dire qu'on ne toucherait évidemment plus à un bateau comme celui-là, mais à l'époque, ils n'avaient pas le choix, donc ils ont filmé l'échec de ce navire, qui n'en était pas un au final. Ils ont acheté la carcasse, donc c'était trop tard. L'apothéose, évidemment, ça va être également celui-ci. Le Normandie, le fameux Normandie, lancé en 1935 et qui ne naviguera que 5 ans. Encore un chef-d'œuvre français, plus de 300 mètres de long, 80 000 tonnes, un hall d'entrée de 3 étages, un escalier monumental, des salons incroyables. Là, on est encore typique dans l'art déco, dans cette période des années folles. Beaucoup de lumière dans les salons, ça c'était assez nouveau aussi à l'époque. Des fresques murales, un théâtre de 400 places et un restaurant aussi long que la galerie de Versailles. Vous imaginez, sur un bateau, regardez un peu la longueur de ce restaurant, mais c'est typique de l'époque. Hein, aujourd'hui, les restaurants, il y a des petites alcôves, vous êtes dans un coin, les plafonds sont plus bas. Ici, c'était comme à l'époque, quoi, des très très grands restaurants avec de hauts plafonds. Bon, évidemment, le Normandie, c'est une déclaration de style. Hein, c'est de la porcelaine de Limoges, c'est des nappes en lin, c'est vraiment le grand chic. Des serveurs avec des gants, un coiffeur à bord, un médecin, un imprimeur. Et évidemment, des célébrités. Eh oui, les aristocrates, des vedettes de cinéma, de théâtre, des écrivains, dont une certaine Joséphine Baker. Eh oui, elle aimait beaucoup le Normandie. D'ailleurs, elle y dansait pour le plaisir des gens qui passaient par là. Elle privatisait des salons pour pouvoir répéter ses numéros. Elle débarquait sur le quai avec ses léopards tenus en laisse et elle improvisait des spectacles avec de la soie, avec des plumes, des spectacles gratuits parce qu'on est dans un lieu d'exception. Elle choquait aussi, paraît-il, les vieilles dames anglaises qui étaient à bord parce qu'elles prenaient le soleil en bikini. Eh, à l'époque, c'était impensable. Un steward a même raconté qu'elle avait un petit gramophone personnel et qu'elle dansait même sur le pont la nuit, cheveux au vent, en écoutant du jazz de la Nouvelle-Orléans. Elle savait vivre, finalement. Je crois qu'on peut le résumer comme ça. Vous aviez Marlène Dietrich aussi sur ce bateau, qui voyageait toujours avec un miroir pivotant pour pouvoir se remaquiller avec la lumière du jour. Et elle ne voyageait pas avec 2 valises, mais avec tout ça. Alors, évidemment, comme elle avait peur qu'on lui vole ses valises, et notamment, vous voyez, des valises de chapeau, parce qu'elle en avait beaucoup, elle restait assise en attendant qu'on vienne, évidemment, la délivrer de ses bagages, des bagages avec le MD de Marlène Dietrich. Elle avait son coiffeur personnel, ses perruques, son propre piano à queue, figurez-vous. Et oui, elle exigeait que sa suite soit en permanence parfumée à la lavande et que son bain soit prêt à heure fixe, même quand il y avait de la tempête, où on disait aux gens de ne pas prendre de bain. Ben si, elle y avait droit. Elle organisait des dîners intimes avec du champagne uniquement Veuve Clicquot, du caviar, parfois en compagnie des musiciens qu'elle avait embarqués pour son propre plaisir, parce qu'elle avait son propre orchestre à elle. Et une rumeur raconte qu'elle aurait eu une aventure avec le capitaine du Normandie, parce qu'elle l'appelait mon corsaire. Ah oui, ça aurait pu faire une chouette chanson d'Édith Piaf, ça, finalement. Après le légionnaire, le corsaire. Ah, lui, vous le connaissez, évidemment. Salvador Dali, qu'on voit rarement jeune, d'ailleurs.
c'est lui sur le pont du Normandie, figurez-vous. Lui, il débarque avec son Oslo en laisse, vous le voyez là à droite, tout simplement, et quand on lui demande ce que c'est que cet animal, parce que pour le coup, c'est pas un chien, c'est pas un chat, c'est un Oslo, il répond, très pince sans rire, c'est un passager qui m'est cher. Bon, bah, s'il vous dit ça, vous ne pouvez pas lui dire non, évidemment. Donc lui, il a le droit de monter sur le bateau avec son Oslo en laisse. Et le soir, sur le pont, on croise l'élégance ultime sur ce Normandie. Hein, on doit porter des smokings. On doit d'ailleurs respecter les codes de l'élégance, parce que là-bas, le matin, vous pouvez être décontracté, mais dès qu'il est midi, après le déjeuner de midi, il faut déjà s'habiller un petit peu plus. On doit se mettre en long, pantalon, chemise. Et le soir, là, c'est la grande tenue de gala. Le smoking pour les hommes, les robes longues pour les dames. On peut ne pas respecter le rituel, mais sur le Normandie, si vous ne le faites pas, c'est une exclusion sociale, évidemment, qui vous menace. Cela dit, malgré cette discipline, il y a beaucoup de légèreté. Il y a une vraie insouciance, parce que c'est le but aussi de ces voyages-là. C'est de jouer un rôle, c'est de mettre un masque, c'est de vivre une autre vie que celle que vous avez quand vous êtes chez vous. On peut être ce qu'on veut, finalement, sur l'Atlantique pendant 6 jours. Et une fois qu'on arrive à New York, la vie change, tout s'arrête, rideau. Cette ligne, en fait, de front entre l'Europe et les États-Unis, ça va vraiment être le point de départ des grands navires. Les gens qui voyageaient sur les paquebots et qui traversaient l'Atlantique avaient l'impression de faire le tour du monde à l'époque. Alors bon, du Normandie, il reste pas mal de choses, évidemment. Les souvenirs de ceux qui y sont et qui l'ont transmis à leurs enfants et petits-enfants, je l'espère. Beaucoup de photos en noir et blanc, des affiches art déco, mais aussi des menus. Et j'ai retrouvé celui-ci, par exemple. Voilà le menu de gala du dimanche 21 juillet 1935. Ah, il y a pas mal de plats. Hein. Attendez, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10 plats. 10 plats. Est-ce qu'on fait encore ça aujourd'hui? Je ne suis pas sûr, moi. Vous commencez avec du caviar de Sterlet, une crème de champignons, les délices de Sol Marie-Louise. Ensuite, vous attaquez le caneton nantais à l'orange, les fonds d'artichaut fondus, le carré d'agneau persillé à la broche avec des pommes fondantes. Non, c'est plus qu'un palace. Hein. La salade de laitue aux tomates, ça c'est juste pour digérer un petit peu. Parce qu'après, il y a le foie gras de Strasbourg en terrine, et puis pour le dessert, un biscuit glacé, des mignardises de la Riviera et une corbeille de fruits. Eh oui, on savait vivre. Oui, on savait vivre parce que c'était la belle époque. Puisqu'à un moment donné, voilà, ça a été plutôt ça. Les guerres, les paquebots en état d'urgence. La fête, c'est fini, ou pratiquement fini. Il y a eu cette parenthèse où ces géants des mers ont été à un moment réquisitionnés pour l'effort collectif, pour cette guerre qui recommençait, qui repartait pour plusieurs années. La mission de ces bateaux, c'était finalement devenue celle de transporter des soldats, d'évacuer des blessés, de servir de cible aussi parfois, hein, de détourner l'attention. Pendant les 2 grandes guerres mondiales, c'était des acteurs clés des opérations militaires, et les ponts vont devenir des dortoirs, par exemple, les salons deviennent des infirmeries, et les balles réelles vont remplacer les balles des cotillons. On va prendre un nom qui vous est certainement familier, c'est le fameux Queen Mary. Le Queen Mary, quand je pense à la vieille anglaise qu'on appelait le Queen Mary, la chanson de Michel Sardou, mais en fait, la chanson de Michel Sardou, c'était pas sur le Queen Mary, c'était sur le France. Mais elle commençait par ça. On va en reparler du France tout à l'heure. Ça, pour le coup, le Queen Mary, c'est un véritable palais flottant. On est en 1936, des salons raffinés, tout est spacieux, la porcelaine est très fine. La presse britannique disait que c'était tout simplement le plus beau navire du monde. Voilà, il n'y en avait pas d'autre. Mais 3 ans plus tard, changement de décor, le Queen Mary va être réquisitionné par le gouvernement britannique et transformé en navire pour le transport des troupes. Il va être repeint en gris, ce n'est pas la photo qui est en noir et blanc, c'est vraiment la peinture. On va l'appeler le fantôme gris, de Grey Ghost. Il continue à aller très vite, plus de 30 nœuds, c'était énorme pour l'époque, tellement vite que les sous-marins allemands ne sont pas parvenus à le suivre, donc c'est pas plus mal. Et à son bord, à bord du Queen Mary, on a compté pas mal de célébrités, et même pendant les périodes difficiles. Exemple, Winston Churchill, qui va utiliser le Queen Mary pour traverser l'Atlantique à plusieurs reprises pendant la guerre. Il va installer un petit bureau et va s'en servir pour préparer les négociations secrètes avec Roosevelt. Et il dira d'ailleurs plus tard, c'est grâce au Queen Mary et au Queen Elizabeth que nous avons tout simplement gagné la guerre. Alors on a Humphrey Bogart aussi qui voyage sur le Queen Mary. Lui, il avait été mobilisé pour apporter un soutien moral aux troupes qui étaient à bord. Donc on est toujours dans cet effort de guerre. Et Humphrey Bogart arrive avec toute sa splendeur, avec toutes ses paillettes, mais pour soutenir les troupes. Et il avait eu quand même l'idée, parce qu'il savait qu'on ne buvait pas beaucoup d'alcool pendant ces périodes-là,
de cacher du whisky sous son lit, dans une valise, pour que personne ne le sache. Il était le seul à pouvoir en profiter sur ce bateau. Puis vous avez Clark Gable aussi. Clark Gable qui embarque pour l'Europe en 1943 à bord d'un autre navire du même genre, un navire militaire déguisé. À peine arrivé, on va l'affecter à la 351e escadrille de bombardement. On va lui donner un casque. Il va garder son petit sourire en coin parce que quand même, il y a des journalistes, donc il est pris en photo. Mais quelque part, Clark Gable a été pris au piège de sa propre notoriété. Il ne s'attendait pas à être réquisitionné comme tous les autres. Alors ce paquebot, le Queen Mary, a effectué, tenez-vous bien, plus de 1000 traversées entre l'Angleterre et les États-Unis avant de prendre une retraite en 1967. Et il est devenu un hôtel-musée. Un hôtel-musée flottant. Il a retrouvé ses couleurs. Et il est installé là, en Californie, comme l'une des plus grandes attractions de la Californie. On peut donc aujourd'hui y dormir comme si de rien n'était. Et petite anecdote, le Queen Mary n'est pas seulement un fleuron de la navigation de l'époque, c'est aussi un château hanté. Parce qu'il paraît que le Queen Mary serait hanté. Et d'ailleurs, chaque vendredi, les organisateurs de ce bateau, les responsables, proposent un tour où les visiteurs peuvent, avec des enregistreurs audio et des détecteurs de mouvement, essayer de communiquer avec les revenants. Beaucoup y croient, comme ce chasseur de fantômes qui s'appelait Peter James, qui a apparemment identifié plus de 150 apparitions à bord du Queen Mary, de quoi aiguiser évidemment l'appétit des amateurs de sensations fortes et d'esprit. Pourquoi pas finalement? Voilà l'une des chambres aujourd'hui, si vous voulez passer une nuit. Sur le Queen Mary, c'est évidemment très, très, très élégant. Ça n'a pas changé, mais vous ne naviguez plus. C'est la seule petite différence. Alors, quand on parle du Queen Mary, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette reine incroyable, que j'affectionne tout particulièrement, et je pense que vous aussi, c'est la reine Élisabeth II. 70 ans de monarchie quand même, hein, Élisabeth II. Élisabeth II et ses fameuses croisières à bord du fameux Britannia, le yacht royal Britannia, le sien, pour elle et pour sa famille, durant des dizaines d'années. C'était le plus élégant des yachts officiels, des yachts d'État, comme on disait. Mais aussi le plus british des bateaux, parce qu'à bord, la reine a pu tout aménager comme si elle était chez elle. Et elle était chez elle. Alors certes, elle était chez elle aux frais du citoyen britannique, hein, avec l'assistance de l'armée, de centaines de membres d'équipage, mais c'était pour elle. Et depuis 1954 jusqu'en 1997, elle a pu l'utiliser à sa guise, et notamment pour les voyages officiels, par exemple jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc c'était des voyages qui, au tout début, duraient 5 semaines. C'était vraiment très très long. On se souvient, si vous avez vu la série The Crown, de ce moment où elle abandonne ses enfants, entre guillemets abandonne, pendant 5 mois pour aller découvrir son pays aux 4 coins du monde. Et quand elle revient, ses enfants ne la reconnaissent pas. Eh ben, c'était le Britannia. Elle disait, c'est le seul endroit où je peux vraiment me détendre. Elle adorait ce bateau. Elle y a passé sa lune de miel, elle y a emmené ses enfants, elle a organisé des croisières avec des personnalités. On raconte que le prince Philippe, son mari, qui est un marin à la base, veillait personnellement à la tenue des officiers, il surveillait l'état de la coque. S'il y avait une griffe, il demandait immédiatement qu'on repeigne une partie de la coque. Il redevenait marin, au fond. Il redevenait celui qui a abandonné son destin et sa carrière pour devenir l'époux de la future reine d'Angleterre en 1947. Le jeune Charles, qui est roi aujourd'hui, le jeune Charles, il recevait ses premiers briefings diplomatiques d'héritier dans le salon du commandement, entre deux baignades surveillées par les gardes du corps. Et parmi les moments poignants, je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, il y a la fin de ce Britannia. 1997, le 11 décembre, la reine va verser une larme en public, ce qu'elle ne fait jamais. Elle revient pour le désarmement du Britannia en Écosse. Désarmement décidé par Tony Blair pour des raisons budgétaires. C'est un peu comme si on lui avait retiré l'un de ses châteaux. Imaginez un peu qu'on lui retire tout d'un coup, enfin elle n'est plus là, mais qu'on retire à Charles Sandringham. C'est impensable. Ben là oui, on lui a retiré ce château dans lequel elle a pu faire tout l'aménagement intérieur, choisir les meubles, le style, en faire un cottage anglais comme elle voulait. Regardez, ça n'a pas changé. C'est le décor qu'elle avait choisi et que vous pouvez encore découvrir aujourd'hui. Il est intact. J'ai eu la chance de faire un place royal dans ce bateau. Pour la petite anecdote, il était fermé au public et on nous avait dit il est pour vous. Voilà, on vous le laisse. Quand vous avez fini, vous revenez à l'accueil et vous fermez le bateau. Vous imaginez un peu, moi qui suis d'abord très grand fan de la reine Élisabeth, me retrouver là. En plus, on avait retiré le cordon parce que faut imaginer qu'il y avait un cordon ici. Vous ne pouviez pas passer pour rentrer dans le. Moi, on me l'avait retiré, donc j'ai pu aller faire un plateau là-bas, quoi. J'ai pu m'asseoir dans le fauteuil.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Une cheminée, un petit coin jeu à droite et à gauche, un piano aussi, le fameux piano de Diana. Parce que Diana, elle a vécu des moments évidemment très difficiles sur ce bateau. Début de son mariage, le prince Charles totalement inexistant, totalement absent, qui portait les fameux boutons de manchette avec les initiales du couple qu'il formait avec Camilla, aujourd'hui reine d'Angleterre. Enfin, moi, je ne m'en remets toujours pas. J'ai beaucoup Camilla, mais je ne m'en remets toujours pas. C'est terrible. Mais je ne dois pas être le seul, à mon avis. Hein. Allez demander aux Anglais. Et donc, elle a vécu des moments tellement difficiles que son seul plaisir était de jouer avec ses enfants sur le pont et de jouer au piano dans le grand salon. C'est un plaisir qu'on ne lui retirait pas. Voilà le hall d'accueil. Voilà, ça, c'est le grand escalier qui mène aux chambres qui sont à l'étage. On se croirait vraiment dans un mini-palais. Et si vous montez l'escalier et que vous prenez directement à droite, vous avez la chambre de la reine. De la reine. Parce qu'à côté, il y a la chambre du duc d'Édimbourg. Sur ce bateau, ils font chambre à part. Bon, sans doute lié à la taille de la chambre, c'est bien possible. La voici, la chambre de la reine Élisabeth. C'est pas grand. En gros, hein, pour que le visiteur puisse voir cette chambre, on a simplement abattu un mur. Et on l'a transformé, on l'a remplacé par une vitre. Et donc vous avez la vue de la chambre de la reine telle qu'elle était à cette époque-là. Il n'y a pas si longtemps finalement, hein, puisqu'elle a encore navigué en 1996 pour son dernier trajet. Et donc le duc d'Édimbourg avait la même chambre, mais de l'autre côté, et entre les deux, il y avait la salle de bain commune où il pouvait se retrouver. Pourquoi pas? Je n'ai rien dit, hein, je n'ai rien dit. Donc merveilleux musée aujourd'hui. Hein. Vous pouvez vraiment vous prendre pour vous prendre pour la reine ou pour le duc d'Édimbourg, pour vous prendre pour les invités de la reine d'Angleterre. C'est formidable. Alors la guerre, on va y revenir. La guerre ne fait pas que détourner les paquebots, elle peut aussi en détruire. Je voudrais revenir sur ce fameux Lusitania dont on a parlé tout à l'heure, le joyau de la Cunard, la compagnie Cunard, qui a été torpillé par un sous-marin allemand en 1915, tenez-vous bien, en 18 minutes à peine. Il coulait tellement vite que beaucoup de passagers n'ont même pas eu le temps de mettre leur gilet de sauvetage. Bilan, 2000 passagers, 1200 victimes, et parmi elles des célébrités de l'époque, comme le milliardaire Alfred Vanderbilt, grande famille de milliardaires. Il est mort sur le Lusitania. Mais, et c'est pour ça que je voulais en reparler, parce qu'il y a une belle histoire, évidemment, il y a des survivants. On en a compté plus de 700. Et parmi les survivants, un bébé âgé de 3 mois et 2 jours à peine, qui va en réchapper. Voici le bébé. Cette dame-là, c'est Audrey Lawson Johnston. Elle est morte le 11 janvier 2011, à l'âge de 95 ans. Et elle a pu témoigner, alors pas de ce qu'elle a vécu, parce que quand on a cet âge-là, on ne s'en souvient pas, mais au moins, elle était sur le Lusitania. Et elle a pu en parler pendant des années, notamment en faisant une série de conférences. Un mot sur le naufrage. Comment est-ce qu'il a pu couler si vite? Il y a eu plusieurs théories. Les témoignages des survivants se sont contredits, chacun a une vision différente de l'événement en fonction de sa place sur le bateau et de l'émotion du moment. Il y a les chaudières qui ont explosé, ça c'est sûr, quand il a été torpillé, ce sont elles qui ont été touchées en premier. Mais dans les années 70, il est devenu officiel qu'en fait ce navire transportait des caisses de munitions dans l'illégalité la plus totale, sinon ce ne serait pas drôle, ce qui a confirmé évidemment la thèse de l'explosion de ces munitions. Dans les marchandises embarquées, on s'est vite rendu compte qu'il y avait 3863 boîtes de fromage, des boîtes de fromage français, de 40 livres par boîte. En fait, il n'y avait de fromage que le nom. C'était tout simplement des munitions et des explosifs. On a compté 51 tonnes d'obus à bord, 6 millions de balles de fusil, 200 tonnes de munitions pour armes de poing. Et donc, évidemment, avec ça, vous imaginez, hein, impossible que le bateau ne résiste. D'autres navires moins connus connaissent aussi leurs moments tragiques comme celui-là. C'est le Lancastria qui a été coulé en 1940 au large de Saint-Nazaire avec près de 4000 morts. Il était chargé de rapatrier les troupes britanniques et il coule après avoir été bombardé par les Allemands. 4 bombes en une vingtaine de minutes, un bateau surchargé, ce qui explique aussi le drame et la rapidité. Et là, le problème est un peu autre. Il y a eu beaucoup de victimes. Le bateau était effectivement surchargé. Beaucoup plus de monde que prévu. Il fallait aller vite. Pas de liste d'embarquement, donc pas de nom des personnes qui se trouvent à bord. Et pour des raisons politiques, le gouvernement britannique a communiqué très tard sur ce naufrage pour maintenir en fait le moral de la population et pour des raisons de propagande. Donc les documents sont restés classifiés très longtemps, ils le sont toujours en partie, et donc le mystère règne sur le naufrage du Lancastria.
Heureusement, la guerre a apporté son lot de petites surprises joyeuses. J'en retiens une, c'est la comédienne Tallulah Bankhead, qui était fantasque et qui voyageait évidemment sans billet. Elle se cachait derrière un officier bienveillant qui acceptait de la laisser passer, et elle traversait l'Atlantique avec pour seule valise un boa en plumes, c'était une star, et une bouteille de gin. Et regardez, c'est elle. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'elle faisait là, sur le bateau de sauvetage? Elle n'a pas du tout été sauvée du bateau, pas du tout. C'est dans un film, le film Lifeboat d'Alfred Hitchcock en 1944. Mais je voulais vous montrer cette photo parce que le contraste est saisissant entre la grande star qui voyageait avec son boa et son gin, et puis cette femme, soi-disant sauvée dans le scénario du film, avec ses valises et quand même son manteau en vison. Évidemment, on est dans une contradiction totale. J'aime beaucoup ça, bien sûr. Ce qui nous amène évidemment à la quatrième partie de ce voyage à travers l'histoire des grands paquebots. Ce sont les stars à bord et le people au long cours. Parce qu'après les drames de la guerre, eh bien, la vie reprend. Les paquebots retrouvent leurs lettres de noblesse et deviennent un peu ces cocons flottants où on vit une vie de rêve. Mais quand même, on sent que quelque chose a un peu changé. La traversée, maintenant, c'est plus seulement un mode de transport, c'est devenu vraiment un rite mondain. On va se montrer, on va montrer qu'on a de l'argent, on va s'afficher. Les stars ne vont pas s'y tromper, elles vont d'abord embarquer sur le plus emblématique des bateaux à la française, le plus glamour de tous, celui dont on a beaucoup parlé, la chanson de Michel Sardou, le France. Le France, c'est un géant des mers qui a été lancé en 1962. Beaucoup de gens pensent qu'il est plus ancien, pas du tout, 62. 315 mètres de grande ligne, une grande silhouette qui a été profilée comme le disait le concepteur et l'architecte, comme un modèle haute couture, puisque forcément il devait représenter la France. Et puis un slogan qui résume tout, hein, sur le France, on ne transporte pas que des passagers, on reçoit des invités. Argument plutôt pas mal pour faire venir des gens sur ce France. Croisière inaugurale le 19 janvier 1962 à 23 h avec 1700 passagers, dont Yvonne de Gaulle, tante Yvonne qui est aussi la marraine du navire, et le chanteur Tino Rossi. La croisière va se rendre à Santa Cruz, à Tenerife, dans les îles Canaries, le début d'ailleurs du succès des îles Canaries qu'on ne connaissait pas bien dans les années 60. Le fait que ce bateau aille jusqu'à Tenerife a été évidemment un rayonnement incroyable pour ces îles et le lancement du tourisme de masse à la fin des années 60. Il est passé par Southampton et il va s'achever au Havre, ce voyage, le 27 janvier. Des invités de prestige, comme Yves Montand, par exemple, qui aime beaucoup dîner au restaurant de première classe, mais qui préfère prendre son café incognito sur le pont arrière. À l'autre bout du pont, dans un coin un peu plus discret, on a Jacques Brel aussi, qui va faire une traversée sur le France vers New York, tout seul, sans fanfare, avec un simple petit carnet de notes, parce que Jacques Brel écrivait beaucoup et tout le temps. Dès qu'il observait quelque chose, dès qu'il avait une idée, une inspiration, il observait les passagers. Voilà, il observait les passagers, il adorait ça, et puis il prenait des notes. Il va d'ailleurs écrire un texte, Jacques Brel, inachevé sur les gens qui flottent loin de leur vie. Les gens qui flottent loin de leur vie. Ça n'a jamais été une chanson, mais c'est aussi un beau slogan pour ces navires et ces grands paquebots. Grace Kelly aussi. Ah oui, Grace Kelly, déjà princesse de Monaco, qui va voyager en toute simplicité sur le France, avec une garde-robe très simple de 37 tenues pour 5 jours. Ah, ça... Ah, vous êtes souveraine de Monaco, il vous faut 37 tenues pour 5 jours. Et puisqu'on parle de Grace Kelly, je fais encore un petit aparté. Vous imaginez bien que quand on embrasse le destin qui fut le sien dans ce petit pays, Monaco, baigné d'eau, baigné de soleil, on fait forcément une arrivée en bateau. Ce serait dommage d'arriver en train, ce serait dommage d'arriver en voiture. Donc quand elle est arrivée pour embrasser sa nouvelle vie, elle est arrivée en bateau à bord du SS Constitution. Vous la voyez là, au milieu d'une partie de sa famille, de quelques amis qui sont allés l'accompagner jusqu'à Monaco. On est en avril 1956. Elle avait quitté New York juste avant pour épouser donc le prince Régnier III, une traversée de 8 jours qui va devenir finalement son dernier moment de liberté. De liberté, je mets des guillemets parce qu'elle a été heureuse évidemment dans son mariage. Puis à la fin, ça s'est très mal terminé puisqu'elle est devenue dépressive, alcoolique, ça a été compliqué. Mais évidemment, sous l'apparence, on ne voyait pas tout ça. On ne l'a su évidemment qu'après. Soit ce n'est pas la question ce soir, mais là, pendant une semaine, quelque part, elle a profité de ces derniers instants de liberté, avec des détails délicieux, puisque déjà à ce moment-là, elle emportait des valises, 80 au total. Vous me direz, elle a pris tout ce qu'elle avait, évidemment. 3 robes de mariée au cas où. Alors là,
Allez, 3 robes de mariée. La première, bon, ok. Et s'il y a un problème de coupe ou s'il y a une déchirure, on a une deuxième. Et vous avez encore un plan 3. Donc c'est pas mal. Un nécessaire de couture Dior, évidemment, puisqu'elle était sponsorisée déjà à l'époque. Les journalistes embarquent avec elle, ils sont plus de 80 pour espionner tous ses moindres gestes. Il y a même un photographe qui a essayé d'entrer dans sa cabine déguisé en steward. Il a été bloqué au tout dernier moment par un garde du corps qui se trouvait devant la cabine. Et ça, maintenant, c'est devenu... Alors, je ne sais pas si c'est depuis ce moment-là, mais quand un souverain voyage, il y a toujours une personne de la sécurité assise devant la chambre. Moi, je me souviens de visites d'État avec le roi Philippe, même déjà quand il était prince héritier. Je sais pas, il y avait une fête dans l'hôtel, vous repassiez dans la chambre, dans la suite, dans le couloir où se trouvait sa chambre, et vous voyez toujours quelqu'un assis. Interdiction de dormir, évidemment, forcément. Cette personne-là dormait toute la journée et était réquisitionnée pour la nuit pour surveiller l'entrée de la chambre. Et même en l'absence du couple royal ou du couple princier, la personne restait devant la chambre pour éviter qu'on y rentre. C'est toujours le cas, évidemment, aujourd'hui. Plus que jamais, évidemment. Donc, la grosse fête sur le SS Constitution, un bal est donné en son honneur, les officiers vont danser avec elle régulièrement, et on raconte qu'évidemment, elle a pleuré en quittant New York, consciente évidemment qu'elle abandonnait sa vie, sa famille, mais aussi sa carrière, parce que rappelez-vous, elle ne pouvait plus tourner. Et même à un moment donné, Alfred Hitchcock a essayé de la récupérer. On est quelques années après, il va la voir à Monaco, il lui propose un rôle, elle est hyper emballée, et puis ça ne va pas se faire, quoi. Ça ne va pas se faire parce que la raison d'État, parce qu'on est à Monaco et parce qu'on doit se consacrer, semble-t-il, à sa tâche. Alors sur le France, j'y reviens à ce France, il y avait aussi Cocteau. Cocteau qui voyage avec une machine à écrire, avec un manuscrit et un chat. C'est un passionné des chats, Jean Cocteau. Il avait un siamois qu'il avait appelé Transat, tellement il avait été fasciné par la traversée. Il disait d'ailleurs, les chats deviennent peu à peu l'âme visible d'une maison. Une sorte de silence actif émane de ces quelques fourrures qui paraissent sourdes aux ordres, aux appels et aux reproches. Jean Cocteau était le fondateur du Club des Amis des Chats. Voilà. Et donc, où qu'il aille, il avait son chat. Et puis, le France, c'est aussi le terrain de jeu favori d'Elizabeth Taylor, qui va embarquer avec Richard Burton. Et dans leur suite, on installe un minibar à leur goût et à leur demande avec toujours du whisky, toujours du champagne, du soda à la cerise, figurez-vous, des œufs durs et du beurre de cacahuète. Il fallait qu'il y en ait toujours dans la suite d'Elizabeth Taylor. Elle refuse de descendre dîner à la salle principale si ses chiens ne sont pas admis. Alors forcément, on va lui accorder une exception parce que c'est bien qu'elle soit vue dans la grande salle et on ne va de toute façon jamais rien dire à bord du France à quelqu'un comme Elizabeth Taylor. Alors bon, je vous parle de ces bateaux-là, mais il n'y a pas que sur le France que les stars défilent, que les people viennent faire leur cinéma. On a le roi Farouk d'Égypte, par exemple, en exil, qui va embarquer à Naples sur un bateau italien, le Christophe Colomb, avec ses valises, ses domestiques, avec ses maîtresses aussi, et avec plus de 200 paires de chaussures. Il va exiger une suite avec un balcon sur la mer, et quand on lui répond que ce n'est pas possible, il achète les 2 suites voisines, et le problème était réglé. Les Beatles aussi, alors c'est une image d'illustration, on est d'accord. Ils prennent, eux, le bateau, le Queen Elizabeth, pour leur première tournée américaine. Ils vont traverser l'Atlantique en répétant sur le pont arrière entre 2 parties de ping-pong. Et la légende raconte qu'ils ont improvisé une chanson pour le commandant du navire. Une chanson qui n'est jamais arrivée aux oreilles de quelconque diffuseur et donc qu'on n'a jamais entendu, qui est restée sur le bateau. Vous savez ce qu'on dit, ce qui se passe sur le bateau reste sur le bateau, et même si c'est la musique des Beatles. Jackie Kennedy aussi, qui va voyager sous un faux nom, mais les passagers la reconnaissent très vite, évidemment. Alors, elle va se mettre un peu à leur service, elle va lire Homère, d'abord à ses enfants, sur le pont arrière, et puis le public va venir écouter les lectures de Jackie Kennedy qui raconte Homère sur le pont du bateau. Le capitaine lui offre une rose blanche chaque matin, et le cuisinier va plus loin encore. Il apprend qu'elle adore les artichauts farcis, et va lui en préparer 3 versions différentes tous les jours durant la traversée. Et puis, évidemment, il y a les histoires qui finissent mal, dont une sur un paquebot italien magnifique qui s'appelle le Andrea Doria, qui entre en collision avec un autre navire en 1956 au large de New York. 46 morts, un naufrage spectaculaire. Et parmi les rescapés, cette femme. Elle s'appelle Ruth Roman, morte en 1999, qui a pu raconter ce qu'elle a vécu. C'est une actrice hollywoodienne. Elle tient là son fils de 3 ans dans les bras et refuse d'embarquer dans une chaloupe sans lui au moment du crash. Et donc on va la voir trempée, le regard digne, photographiée par tous les journaux du monde.
Et elle va dire un peu plus tard « J'ai survécu au glamour et à la mer ». Il y a également Romy Schneider, dont on a beaucoup dit qu'elle avait traversé seule l'Atlantique après sa rupture avec Alain Delon. Marilyn aussi, qui a été aperçue en 1954 sur le pont du Liberté. C'est encore une image prétexte, puisque c'est un petit bateau, celui-là, c'est un petit bateau de liaison. Elle a fui la presse après un divorce éclair et elle n'avait avec elle, hormis ses bagages, qu'un livre de Freud et un tube de rouge à lèvres. Quand même, vous êtes triste, vous divorcez, mais quand même, il faut sauver les apparences, vous êtes Marilyn Monroe, après tout. Ah ouais. Et on en vient donc à ces navires de tous les records qui font aussi partie de l'histoire des transatlantiques. J'en ai parlé un peu au début, vous revoyez ici le fameux Icon of the Seas. Et je vais encore faire une petite parenthèse, tiens. Vous connaissez Maître Capello? Il aimait bien les parenthèses. Il aimait bien raconter les mots. Vous savez d'où vient le mot croisière, au fond, tout simplement? En fait, le mot croisière vient du verbe croiser, non pas au sens de se rencontrer, mais bien de patrouiller, de naviguer en tous les sens, de guetter. En fait, au XVe siècle, un navire qui croisait n'était pas du tout en vacances. Il surveillait l'ennemi, il le traquait. Il dessinait des boucles autour d'un territoire qu'il fallait défendre, et donc il croisait. Et puis le temps a adouci les choses, la mer aussi, les riches voyageurs ont commencé à monter à bord, et donc on croisait non plus pour fuir ou pour attaquer, mais tout simplement pour errer, pour voir, pour vivre autrement, pour croiser des gens. D'où le mot croisière, double sens donc. Croiser des gens, croiser le silence, croiser l'amour aussi, pourquoi pas? Il y en a eu des histoires d'amour sur les bateaux. Donc quand on parle de croisière aujourd'hui, on parle de véritables villes flottantes comme ce fameux bateau avec des cinémas, des tyroliennes, un mur d'escalade, il y a beaucoup. Et si on creuse, il y a des histoires récentes qui sont assez croustillantes aussi sur ces bateaux. Il y en a une que j'aime bien, c'est celle qui concerne la chanteuse Beyoncé. Vous voyez qui c'est, Beyoncé? Beyoncé et son mari. Beyoncé, elle a privatisé une partie d'un autre géant des mers, non pas le Icon of the Seas, mais sa petite sœur, le Harmony of the Seas, le voilà, pour un anniversaire discret entre amis. Et en fait, elle a tout simplement privatisé toute la partie gauche ici. Voilà. On a enlevé tous les transats, on a gardé la piscine, on a mis un DJ, on a mis un buffet et on a invité des gens. C'était son anniversaire. Alors bon, discret, 200 invités quand même, hein, des chorégraphies sur le pont. Sa suite avait été décorée pour l'occasion exclusivement en or rose, et oui. Et le DJ de la soirée était un DJ impayable à l'époque, Calvin Harris, qu'elle s'est offerte parce qu'elle avait évidemment beaucoup d'argent. Et l'anecdote veut que son mari, Jay-Z, le compagnon, ce bateau était grand, il s'est perdu dans les couloirs en cherchant sa cabine, et il a atterri par erreur à la crèche du bateau, en plein milieu des... Il y avait encore des bébés, parce que bon, tous ces invités, évidemment, arrivaient avec des enfants. Et la fête ne se faisait pas que la nuit, mais toute la journée. Et donc, évidemment, à la crèche, il y avait beaucoup d'enfants. Dans les vedettes d'aujourd'hui, vous avez également Leonardo DiCaprio, hein, dont on a beaucoup vu le naufrage dans Titanic en 1997. Leonardo, qui, lui, aimait bien les croisières polaires privées. Il n'aimait pas les grands bateaux. Ça, c'est pour le coup très privé, hein. Ça, c'est une capsule d'observation... pour observer les icebergs ou pour observer le dessous des icebergs. Et c'est amusant de voir ça parce que, bon, évidemment, il peut tout s'offrir, on est d'accord, c'est DiCaprio, il a beaucoup d'argent, mais le contraste est grand avec ça et l'image de lui accroché, je crois que c'était une planche ou un morceau d'iceberg, je ne sais pas très bien, avant de couler et de sombrer au fond de l'océan dans le film Titanic. Des caprices de milliardaires aussi, il y a ce milliardaire russe qui aurait exigé que le spa... Donc tout le spa, la cure thermale du paquebot, soit réservé exclusivement à ses chiens pendant toute la traversée. Des massages pour les labradors, un bain à bulles pour les teckels, rien que pour lui. Un autre milliardaire, un collectionneur d'art contemporain, par exemple, qui est arrivé avec ses propres œuvres d'art sur un bateau. Il a fait embarquer 3 sculptures monumentales de Jeff Koons sur le pont supérieur de son yacht. Résultat, le bateau, c'est vrai, penchait légèrement à cause des œuvres, mais il trouvait ça poétique, c'est ce qu'il a dit. Et évidemment, le skipper n'a rien pu dire à cela parce qu'il payait. Et donc forcément, on ne pouvait pas lui rétorquer grand-chose. Il en allait pourtant un peu de sa sécurité. Et dans ce chapitre sur les navires de tous les records, il y a évidemment aussi des drames. Et ça, il faut en parler. Il y en a un que personne d'entre vous n'a oublié, c'est celui du Costa Concordia. C'est terrible de voir ça. On a presque l'impression d'un photomontage. Et pourtant, c'est le naufrage du Concordia. On est en 2012. Un paquebot pourtant flambant neuf, 114 000 tonnes, 3 200 passagers à bord.
et un capitaine, Francesco Schettino, qui décide de faire un salut à la côte et de s'approcher un peu plus de la côte. Un écart de trajectoire devant l'île de Giglio pour impressionner les habitants de l'île qui étaient là et qui saluaient, comme beaucoup, saluaient le bateau. Et il s'est dit, je vais faire un petit tour, je vais passer par là. Le voilà, notre ami. Francesco, que j'ai rebaptisé Francesco Cretino. Vous me pardonnerez l'expression, mais je pense que ça lui correspond pas trop mal. Et donc le navire se rapproche, il va heurter un rocher, c'est très simple. Il s'échoue, ça va très vite. 32 morts. 32 morts. Voilà le résultat. Le capitaine est reconnu coupable d'homicide involontaire et d'abandon de navire et il purge toujours actuellement une peine de 16 ans de prison. Et le navire, qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il a d'abord fallu le remorquer. Mais pour le remorquer, il a fallu d'abord le redresser. Et on l'a redressé avec des caissons. Vous voyez, des gros caissons qu'on a installés. Il a fallu 2 ans pour ça, pour le remettre droit avant de le renvoyer, de le récupérer. Donc l'épave est redressée avec des caissons géants, des câbles, puis remorquée jusqu'au pont de Gênes. On est en juillet 2014, 2 ans après le drame. Et là, tranquillement, pendant plusieurs années, pendant 3 ans, on va démanteler le bateau, on va le démonter, morceau par morceau, démantèlement complet en 2017. Et donc aujourd'hui, il ne reste plus rien du fameux Costa Concordia pour un bête accident. Vous imaginez un peu un géant des mers comme celui-là qui se rapproche un peu trop de la côte. Un bête accident, mais en fait, c'est le principe de l'iceberg, quoi. C'est le principe de l'iceberg, mais sur des rochers. Mais c'est un drame quand même qui vient nous rappeler que même les géants flottants peuvent se briser sur une simple erreur humaine, et une fameuse pour le coup. Alors le 6e chapitre de cette intervention, c'est l'élégance, c'est la nostalgie, c'est la nouvelle vague. Aujourd'hui, face à tous ces mastodontes de 15 étages, à leurs casinos flottants, à leurs piscines panoramiques et leurs murs d'escalade, on se pose une question. Est-ce que le vrai luxe, finalement, ce ne serait pas de ralentir? Et dans un instant, Daniel vous parlera d'un merveilleux bateau qui fait partie de l'un des voyages que propose le Soir Voyage, qui va vous emmener dans quelque chose de très intime et surtout d'exclusif et d'exceptionnel. Mais je te laisserai, Daniel, en parler tout à l'heure. Depuis quelques années, il y a un nouveau mouvement qui se dessine, une envie de revenir à des croisières un peu plus intimes. Et c'est le cas de cette croisière-là en septembre et en décembre. Quelque chose de plus intime. On ne parle plus vraiment de traverser. Le but, ce n'est pas de traverser les mers, c'est d'y être, c'est de vivre une expérience. C'est de vivre un voyage qui a une véritable âme. Et c'est là que va surgir un des bateaux, presque comme une apparition, très vieux bateau, qu'on appelle le Soudan. Soudan ou Sudan, mais je crois qu'on dit le Soudan, ça c'est la version anglaise, Soudan. Donc le Soudan, ce n'est pas un paquebot, c'est d'abord un rescapé, vous le voyez, il est très ancien, c'est un véritable miraculé, un bateau vapeur lancé en 1885 par Thomas Cook en personne et qui navigue toujours aujourd'hui. À l'époque, ce bateau a été lancé pour relancer le tourisme en Égypte et pour essayer tout simplement de montrer la splendeur de ce pays et la splendeur de toute son histoire. C'est un bateau unique, pour le coup. 5 suites, 18 cabines, une silhouette boisée des balustrades en fer forgé, des ventilateurs à pales, des ponts ombragés par des stores rayés, tout à fait le luxe colonial, en fait. Les cabines ont vraiment ce charme colonial de la très grande époque des grandes transats. Et surtout, évidemment, tout à fait en phase avec la descente du Nil. Meubles en acajou, des rideaux de coton, c'est la totale. On est dans un roman d'Agatha Christie, en fait. À bord, on est dans un roman d'Agatha Christie. Et pour cause, d'ailleurs. Parce que c'est sur ce bateau qu'elle a voyagé en 1933 avec son 2e mari, l'archéologue Max Mallowan. Vous le voyez là. Et vous la voyez, elle. Une traversée en Égypte qui va lui inspirer, c'est pas une légende, c'est vrai, son fameux chef-d'œuvre, Mort sur le Nil. Le personnage d'Hercule Poirot, élégant à moustache, enquête au fil de l'eau pendant que les soupçons, les secrets, les fiancés contrariés se croisent sur le pont du Soudan. Et il n'a pas été inspiré, Hercule Poirot, par cet homme-là, parce qu'on pourrait le croire, tiens, c'est mon mari qui l'a inspiré. Non, non, pas du tout. Hercule Poirot existait bien avant leur rencontre. Agatha Christie, elle a eu une vie, évidemment, avant ce Max Mallowan, son 2e mari. Ça ne s'est pas très bien passé, ce premier mariage pour Agatha Christie, qui a même disparu pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, c'est assez terrible. Elle a complètement disparu pour faire un reset de sa vie, quelque part. Peut-être aussi pour secouer ce mari qui la délaissait et qui, lui, estimait qu'elle le délaissait parce qu'elle écrivait, parce qu'elle était dans son univers de romancière.
Le SS Soudan qui a été utilisé lors du tournage de Mort sur le Nil. Hein. On ne pouvait pas le faire ailleurs que là, avec David Suchet en 2004. C'est beaucoup trop proche du livre, on ne peut pas se permettre de faire autre chose que de tourner dessus. Et aujourd'hui, quand on embarque sur le Soudan, ben, tout y est. Il y a la lenteur, il y a le mystère, il y a les couchers de soleil entre deux rives dorées. On va croiser des temples, des palmeraies, des pêcheurs en barque, tout ce que proposent notamment les voyages dont on va vous parler dans un instant. Ça, c'est la terrasse intérieure du navire. Vous voyez un peu l'élégance absolue, avec ce bois partout, qui a beaucoup été protégé par le vernis qui régulièrement est installé et remis sur le bateau. Le rêve et la légende pour 5 600 € apparemment, pour 10 jours de croisière sur le Nil. Ça vous donne un petit peu une idée de la chose. On ne cherche pas à battre des chronomètres ici, c'est pas ça. Le but, c'est pas d'aller au bout du monde ou d'avoir l'impression qu'on est au bout du monde, c'est vraiment suspendre le temps. Et pour le coup, sur le Nil, on suspend véritablement le temps à la mémoire des origines du monde. Parce que c'est un peu ça aussi, hein, l'Égypte. C'est pour beaucoup l'origine de toutes nos vies. Est-ce que ce ne serait pas ça, finalement, le vrai luxe? C'est justement de prendre un petit peu de temps. Alors, pour vous parler ce soir, je me suis aidé, et je le dis parce que je sais qu'on va me poser la question, de pas mal de choses, de ChatGPT qui vous donne d'abord, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT, mais c'est formidable. Vous lui posez une question, vous lui dites « Cite-moi les plus grands bateaux de légende » et il vous fait une liste des bateaux. Donc déjà, vous pouvez dépatouiller un peu les choses. Internet qui est une foule, évidemment, d'informations essentielles, mais surtout 2 ouvrages que j'ai là et qui font référence dans le domaine, je vous les conseille. C'est ce coffret, en fait, c'est un livre dans un coffret, de Gérard Pioufre qui s'appelle « L'âge d'or des voyages en paquebot » aux éditions du Chêne. Alors il faut le commander parce qu'il est sorti il y a 14 ans, mais on peut le racheter facilement sur les sites de seconde main. Il y en a quelques-uns. Le mien, je l'ai acheté sur Vinted, par exemple, pour vous dire. Donc c'est facile. Et puis alors, il y a celui-là. Ça, je vous le souhaite. C'est la Bible des paquebots de légende, si vous voulez prolonger l'aventure, en savoir un petit peu plus. Éric Lescaudron, la Bible des paquebots de légende, où là aussi, on passe en revue. Alors, il n'y a pas tous les bateaux dont je vous ai parlé, mais il y a quand même les plus grands, avec beaucoup de détails, parfois peut-être un petit peu trop, mais c'est quand même passionnant parce que vous repassez en revue toute l'aventure de ces grandes transatlantiques que je vous ai présentées ce soir avec beaucoup de plaisir. Je suis content d'avoir fait votre connaissance. J'étais jamais venu ici. On est extrêmement bien accueillis et je remercie les équipes techniques et Daniel Deleoy qui organise tout ça de main de maître. Merci de m'avoir et nous avoir écoutés ce soir. Et je découvre la nouvelle photo que je ne connaissais pas. Merci Thomas. Je t'en prie. Effectivement, Thomas va accompagner une des croisières du soir. Alors, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas sur le Titanic, ce n'est pas sur le France. Ce sera donc sur ce bateau-là, qui est encore au stade d'une photo 3D, parce que j'attends, il vient d'être inauguré sur le Nil, donc ça fait plus ou moins 2 mois qu'il navigue. C'est aujourd'hui je dis peut-être probablement le plus beau bateau, c'est une Darabia. Les Darabia, c'était quoi? C'était ces fameux bateaux des pharaons qui naviguaient sur le Nil, donc du haut vers le bas, donc en amont et en aval de la vallée des rois et des reines, et qui étaient uniquement propulsés par des voiles. Donc aujourd'hui, évidemment, ce bateau-là, il est propulsé à l'électricité et avec 2 voiles, et donc il navigue sur le Nil de Luxor jusqu'à Bou Simbel. Et donc on a effectivement cette croisière. On a 2 départs. Je vais vous montrer ici un petit peu. Voilà. Donc c'est franchement le luxe, comme tu l'as annoncé, tu l'as annoncé tout à l'heure, avec un prix tout à fait assez incroyable parce qu'on a négocié au niveau du soir 3 départs. Donc, vous voyez les cabines qui ne sont pas des cabines mais qui sont des suites en dessous, et c'est un petit bateau, je vais vous le dire ici, donc avec simplement 3 étages, 3 ponts, 11 suites, une suite royale, et donc vous voyez ici, donc tout au-dessus avec la piscine, le sun deck, le restaurant ici en dessous, des transats et alors les différentes cabines qui sont là. Donc tu seras seul avec notre groupe de lecteurs, puisqu'évidemment c'est totalement privatisé, et l'itinéraire, on l'a mis ici, je vous le dis rapidement. Donc évidemment
ça commence par le Caire, donc toute la visite du Caire. Le Caire au niveau traditionnel, c'est-à-dire toute la visite des pyramides, le plateau de Gizeh, mais on va aussi faire le Caire copte qui est très intéressant. Donc c'est le Caire copte et le Caire islamique avec la visite vraiment de tout le quartier historique du Caire. Et puis on s'envole vers Luxor où on monte sur le bateau jusqu'à Abu Simbel avec toute une série d'étapes et un guide historien qui sera à bord et que je pense que certains ont déjà connu, qui s'appelle Maguette. Personne n'est déjà parti avec nous sur une Dar Arabia, non? Donc l'année dernière, en fait, on avait un autre bateau puisque celui-là est tout nouveau et on a un guide historien qui est fantastique. Chaque fois que vous voyez en Égypte le ministre du tourisme, bon, parce que pour le moment, quasiment tous les mois, on découvre, et grâce, en fait, ça, ce sont ces fameux drones, qui sont des drones à infrarouge, et qui sondent le sable, et qui sondent, en fait, tout le désert, d'une façon beaucoup plus, comment dire, performante par rapport au fait de pouvoir repérer où sont les tombes, où sont les différentes découvertes à faire. Et du coup, on trouve beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'à l'époque. Et il y a toujours ce monsieur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, avec un chapeau brun. Souvent, on le voit à la télé. Il s'appelle Mohamed, je ne sais plus son nom. C'est le ministre des Antiquités. Et qui annonce, ah, voilà, on a trouvé une nouvelle tombe par-ci ou une nouvelle tombe par-là. Et l'archéologue historien qui est notre guide, en fait, est son bras droit. Donc c'est vraiment une sommité par rapport à cet accompagnement qui est là non seulement au Caire, mais sur le bateau et qui nous accompagne pendant toute cette croisière. Évidemment, Abu Simbel et toute une série de visites. Il faut savoir, quand vous êtes dans une Dar Arabia, vous n'êtes pas sur les gros bateaux. Donc il y a parfois des arrêts qui sont beaucoup plus faciles à certains endroits où on ne peut pas s'arrêter avec un gros bateau. Voilà, et donc je pense que j'ai encore une dernière slide. Mais voilà, c'est pour vous remercier. Donc ce sera avec Thomas. Il y a 2 départs. Évidemment, le départ du 11 septembre, c'est sans Thomas. Le départ de décembre, c'est avec Thomas. Thomas, le 11 décembre, évidemment, on est en pleine saison. C'est la période quasiment la meilleure pour faire l'Égypte. Ah oui, oui. Et je pense que là, vous allez bien... Ah oui. Dernière question, tu avais une petite surprise, il y a 2 conférences à bord. Exactement, oui, je vais faire une conférence inédite, qui n'est pas encore du tout rédigée, sur les Belges qui brillent ou qui ont brillé en Égypte. Et puis une autre sur les histoires royales que j'aime bien raconter. Alors ça n'a rien à voir avec les bateaux en tant que tels, quoique. Mais donc je vais faire croquer, quoi. C'est croustillant. Mais en fait, je vais raconter tout ce que je ne pouvais pas raconter dans Place Royale et que je ne peux toujours pas raconter dans Place Royale. Quoique maintenant, maintenant que je ne suis plus présentateur, mais entre guillemets, ils appellent ça, entre guillemets, expert, je raconte des histoires. Et donc je peux me lâcher un peu plus. Mais dans cette conférence, je raconte des trucs, alors parfois très joyeux, parfois même épouvantables, sur les têtes couronnées qu'on connaît bien, qui vivent toujours et qui ont tout fait pour faire oublier certaines histoires, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Merci. Donc, sur cette croisière, vous avez vu, il y a 12 cabines. Donc, évidemment, et je pense qu'il y en a déjà 6 qui sont réservées. Donc, si ça vous intéresse, Vanessa, il y a quelques formulaires qui sont disponibles si vous voulez vous inscrire ou en tout cas d'avoir le programme complet. Mille merci à vous. Mille merci, Thomas. C'était un grand plaisir d'être parmi nous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Merci à vous.